Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Les parcours croisés de ceux qui savent apprivoiser leur handicap pour laisser gagner la vie ont un point d'ancrage commun, la détermination. Et les vagues de l'existence ne noient ni leur pari, ni leur confiance exemplaire. Sommaire. Passion et compétences forgent le cœur de l'UEROS, acteur majeur de l'insertion des lésés cérébraux. La renaissance de Bertrand Thiberge en fait un apôtre de l'altruisme et la GIPSA sait en apprécier la valeur. Figures esthétiques, relief artistique, le handicap sert en délicatesse la caresse du bois. Solange Leblanc est une force soleil, elle se dresse face aux barrières de la société et à l'énergie du combat. La route a changé la vie de Yorick Rano, elle a aussi fait évoluer sa conscience et son sens du partage. Ce qui ne ressemble à personne, ce Bernard Guédu, sensible et valeureux, voilà un homme qui vit, qui aime et qui court. Papillon volé, bon mag. L'UEROS, c'est l'unité d'évaluation et de réentraînement pour l'orientation socio-professionnelle des personnes qui ont une lésion cérébrale acquise. Donc c'est une unité d'évaluation qui a été créée en 2005 en Martinique. Il y en a une par département et elle est experte pour recevoir, entraîner et orienter les personnes qui ont une lésion cérébrale. Moi, je suis là pour me réévaluer, déjà, pour travailler, le français et les mathématiques, bon, pour mon niveau que j'ai laissé et que je veux reprendre. J'avais un niveau de 6e. De 6e, mais avant c'est bon, 6e. Maintenant, vu l'accident que j'ai fait en 2009, mon niveau est redescendu au premier rang. L'UEROS est experte auprès de la MDPH pour proposer une orientation à ces personnes. Donc en fin de parcours UEROS, on peut proposer une orientation en milieu ordinaire de travail, une orientation en milieu adapté, une orientation en milieu protégé, une formation, ou alors on peut aussi se déterminer pour dire, ben, pour l'instant, il y a une incapacité, on ne peut pas travailler. Voilà, on attendra. Je m'occupe de toute la partie autonomie et vie sociale à l'UEROS. C'est-à-dire que j'accompagne les stagiaires dans tout ce qui est social, c'est-à-dire aide au logement, à l'accompagnement à la recherche d'un logement, aide à la gestion du budget, mais aide aussi sur la vie au quotidien. L'UEROS m'a permis d'accepter ce que je suis réellement, de vivre correctement avec mon handicap, de savoir me mettre en valeur. Ils m'ont aidé notamment pour la recherche d'un logement, situer bien mon projet professionnel et puis également pouvoir mettre tous les atouts de mon côté. Il y a une équipe de techniciens qui va accompagner les gens dans leur bilan, donc qui va réaliser les bilans et qui va aussi les accompagner dans le cadre des ateliers de réentraînement. Donc une neuropsychologue qui va réaliser le bilan neuropsychologique puisqu'on sait que les tests cognitifs sont importants pour la détermination du projet professionnel, une ergothérapeute, on a un psychologue, une chargée d'insertion professionnelle pour tout ce qui est projet, bilan professionnel, une éducatrice spécialisée pour tout ce qui est autonomie et vie sociale. On a aussi une enseignante spécialisée pour tout ce qui est connaissance générale et savoir. Ma mission, c'est d'évaluer d'abord les stagiaires qui arrivent chez nous et ensuite de proposer un programme de réentraînement en fonction des résultats. Le but, c'est d'amener les stagiaires à avoir un niveau pour aborder une formation ou encore de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, je suis par exemple Kendi, qui a des difficultés au niveau scolaire. C'est-à-dire qu'il faut reprendre avec lui toutes les bases en français et en mathématiques, parce que son projet, c'est d'intégrer une formation. Et il y a des tests à passer, mais Kendi, vu ses difficultés, ne pourra pas passer des tests sans un réentraînement. Mon projet, c'est d'arriver. Moi, j'ai beaucoup de volonté, j'ai beaucoup de volonté aussi à fournir. Ça veut dire moi et à donner. Mon métier, c'est plus travailler dans un port, dans la mécanique, ou un métier manuel. Physique aussi, pour arriver demain à travailler. Kendi est très volontaire, il est très motivé, il a la pêche. Donc, je pense que la motivation, des fois, c'est tout pour pouvoir arriver dans la vie, même quand on a des difficultés. Le projet doit être réaliste parce que l'UEROS ne vend pas de rêve. C'est-à-dire que quand quelqu'un va arriver ici, il va nous dire voilà ce que je veux. Nous, on va lui dire d'accord, c'est ce que tu veux, mais tu ne pourras faire qu'avec ce que tu peux. Et il faut savoir aussi que le traumatisme crânien, parfois, empêche les gens de voir leurs limites. Et si nous, on les accompagne dans ce rêve, on ne leur rend pas service. Chaque stagiaire qui arrive à l'UEROS est une personne avec un parcours complètement différent. Donc nécessairement, c'est vrai
Les accompagner, c'est un renouvellement perpétuel. Mais le contact est différent, l'approche est différente et la démarche aussi est différente. Et c'est que du bonheur quand on a fini. Chaque stagiaire qui part ici laisse sa trace et on a un souvenir différent même en ayant fait les mêmes choses avec les personnes. Et c'est d'ailleurs pourquoi je fais ce métier d'éducatrice spécialisée. Hein. Et en fait, là, nous sommes en train de travailler sur un projet de réinsertion, puisque mon but est par la suite d'exercer le métier d'hôtesse d'accueil. Nous sommes bien entourés, Madame Amalou, Madame Harpon, Madame Charlotte, l'ensemble, et Madame Villosa. L'ensemble de l'équipe est génial, il faut dire les choses comme c'est. Ah oui, j'ai la joie de vivre. Oui, j'ai la joie de vivre, ça c'est sûr. L'histoire de Bertrand Tiberge commence par un accident de la route, on va dire, en 1993. Et ce n'est qu'en 2003, 10 ans après, que par hasard, je suis reconnu travailleur handicapé parce que je rencontre une dame dans le privé qui me dit qu'elle est responsable pour Pôle emploi. Donc c'est Madame Rollet que j'ai rencontrée qui a fait si un jour, j'ai été reconnu travailleur handicapé. Et pendant 10 ans, je me suis débrouillé seul. À la sortie de cet accident, Bertrand Tiberge, c'est quelqu'un qui est fracassé de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et il me faut à peu près 3 ans pour reconstruire le physique et le mental en grande partie. Et vous savez, ce sont les petits détails qui font qu'on obtient la performance à 100%. Et bien ça, il a fallu presque 10 ans. Accident 93, 95, je fais le chantier Pôle Caraïbes, c'est pas encore ça. Après, je travaille au chantier de Berge, je travaille à VMA. Je passe sur des métiers de commercial itinérant porte à porte, parce que j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et j'ai appris à me battre seul, avec les outils que j'avais, mon intellectuel, ma foi, ma grande foi, ma confiance en moi, et la confiance dans l'humain en face. La valeur travail, c'est une priorité. Je suis resté 6 ans chez moi à faire du marketing de réseau, à me former sur Internet seul, autodidacte. J'ai appris Excel, à me servir d'un ordinateur. Aujourd'hui, j'ai des formateurs parce que je suis dans mon cursus de formation. Mais la valeur de travail est essentielle parce qu'elle vous permet, pas de s'affirmer, enfin, elle permet à beaucoup de s'affirmer, mais pour moi, elle me permet simplement d'assumer les charges que j'ai. Je suis superviseur d'un centre d'appel qui vient de se monter au sein de l'AGIPSA. L'AGIPSA, je le rappelle, c'est l'association guadeloupéenne d'insertion professionnelle des adultes et travailleurs handicapés. Donc sa mission est noble et j'exerce une mission noble. Nous sommes le seul centre d'appel en Guadeloupe à avoir un plateau où il n'y a que des travailleurs handicapés. Chez nous, simplement, c'est qu'on va tenir compte des pathologies de chacun pour aménager ce poste de travail, pour aménager les conditions de travail, aménager les conditions de management. Si ce travail doit être pénible, c'est pas la peine. Le travail, pour moi, c'est du plaisir, mais ça doit être également du plaisir pour mes collaborateurs. Alors aujourd'hui, nous avons une mission essentielle qui représente pratiquement 80% de nos appels. C'est de recevoir des appels d'une société qui s'appelle le 3620, qui est basée en métropole, et donc qui est cliente de l'AGIPSA. L'AGIPSA va tous les mois facturer cette prestation. Nous, avec le décalage horaire, c'est avantageux pour cette société puisqu'elle va avoir un créneau horaire plus large. Donc c'est un avantage aujourd'hui de travailler avec des gens qui sont aux Antilles. Donc nous recevons des appels de plus de 100 sociétés en métropole par le biais de ce numéro court, le 3620. Au niveau marketing, c'est quelque chose de fabuleux puisque vous dites 3620 plus la marque de la société. Donc pour contacter l'AGIPSA, 3620, dites AGIPSA. Nous partons d'une feuille blanche et nous bâtissons entièrement ce centre d'appel, puisque nous sommes capables de prendre d'autres missions pour des médecins, pour des sociétés commerciales en Guadeloupe, sans que cela puisse paraître que nous soyons handicapés. Chaque chemin est différent, mais je vais dire que les voies escarpées sont souvent plus remplies de récompenses que les voies royales. Parce que sur les voies royales, on roule vite et on ne voit pas les bords du chemin. Et sur le bord de la route, il y a souvent des gens comme moi, handicapés, ou d'autres personnes valides, arrêtés sur le bord de la route. Eh bien, ces gens-là, si je peux leur donner une petite bourrade pour reprendre le chemin, on va faire un bout de route ensemble et ça sera agréable pour tout le monde. Moi, ça va m'enrichir et cette personne, j'espère que ça va l'enrichir.
Visible ou non, le handicap trace des routes obliques au sens commun des choses. Et la réalité de cette différence demande à être perçue dans sa globalité. Car le handicap ne réclame pas de communauté, mais des combattants d'une vraie justice sociale qui portent haut le drapeau des valeurs humaines. Écoutez, Papillon Capalé. Bonsoir Solange Leblanc. Bonsoir Fabrice. Vous dites aimer votre handicap. Comment expliquez-vous cela? J'aime mon handicap parce qu'il me permet de faire des choses extraordinaires. Peut-être que des choses que je n'aurais pas faites si j'étais une femme valide. Vous avez perdu l'usage de vos jambes à 28 ans. Quels furent les mots les plus utiles et les plus doux de vos parents à votre égard? Mes parents, oh là là. Papa, j'aimais quand il me disait, vous qui êtes loin, parce que c'est une femme de route. Et maman, elle a voulu que je sois indépendante. Elle ne m'a jamais caché, elle ne m'a jamais rien refusé. Donc j'ai eu une enfance merveilleuse. C'est vrai que nous étions cajolés, gâtés, pourris, mais on avait quand même notre liberté. Maman, elle ne nous a jamais considérés, je dis non, j'ai aussi une soeur en situation de handicap, elle ne nous a jamais considérés comme des personnes handicapées, des infirmes comme on disait avant. Vivre le handicap et la vie avec votre sœur frappée comme vous de myopathie, ce fut une chance, un soutien, une façon d'avancer à quatre mains. Marie-Jo et moi, d'ailleurs, Marie-Jo d'abord, elle est mon aînée, et nous avons toujours vécu ensemble. Marie-Jo, elle est mon équilibre. Sans sa force, je ne pense pas aussi que je serais arrivée jusque-là. Je sais qu'elle est là et je lui dis tout, je lui raconte tout. Je ne pense pas que je pourrais vivre sans elle, elle sans moi non plus. Nous sommes comme les sœurs siamoises. Soignez-vous votre séduction par la coquetterie? Ah oui, j'aime être belle. J'aime qu'on me regarde. Que refusez-vous prioritairement dans la vie? Je refuse que l'on me regarde comme une femme dans un fauteuil roulant. Je veux d'abord qu'on me regarde comme une femme, comme un citoyen. Je refuse quelque part la priorité. S'il y a une caisse de libre, je passe dans la caisse de libre, la caisse normale. S'il y a un parking de libre qui n'est pas matérialisé, ben je vais me garer dans ce parking. Je veux une accessibilité universelle, que je choisisse là où je souhaite aller. Et qu'en est-il du regard des autres? Le regard du Guadeloupéen a changé sur les personnes handicapées. Et je voudrais justement dire merci aux Guadeloupéens. Parce que quand on voit des personnes se déplacer en fauteuil roulant sur la chaussée, les Guadeloupéens font attention. Et qu'est-ce qui vous renvoie à votre fauteuil? Ce qui me renvoie à mon fauteuil, c'est l'inaccessibilité. Quand je me heurte à un obstacle, là je me dis, là je suis handicapée. C'est vrai que là j'ai mal. Je suis avec des amis, avec des collègues. Nous arrivons quelque part, il y a des escaliers, eux peuvent monter et moi je reste en bas. Là je deviens rouge. Et c'est là le sens de mon combat. Permettre aux personnes en situation de handicap de vivre dans la cité comme tout le monde. C'est la colère qui a fait de vous une femme engagée dans le monde associatif? Quand je me suis engagée dans le monde associatif, dans la vie associative, je n'étais pas encore en colère. Maintenant je suis en colère. Parce que quand on voit que nous sommes en 2012 et que les personnes handicapées sont encore exclues de tout, là je suis en colère. Qu'avez-vous gagné de plus avec votre mandat politique? Beaucoup de force. Être la 5e adjointe au maire de la ville des Abîmes, c'est quelque chose d'inimaginable, peut-être pour une personne en situation de handicap. Mais moi je considère aussi avoir acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de charisme, et aussi beaucoup de moyens d'agir pour aider nos administrés en situation de handicap. C'est probablement la plus belle histoire de ma vie. Je m'appelle Yorick Rano, 34 ans. J'ai eu un grave accident de la route le 8 août 2009. Je circulais sur l'autoroute, j'allais dans une soirée, j'étais casqué et j'ai eu un grave accident durant lequel j'ai perdu ma jambe. Je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que j'ai perdu connaissance. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment ça s'est passé. Ceci a changé ma vie au niveau familial, au niveau des hobbies, au niveau du travail, au niveau de la vie de tous les jours. Se lever, aller manger, aller aux toilettes, ça a changé ma vie.
Yorick Rano toujours, mais avec un peu plus de conscience, qui a un objectif, qui s'est fixé un objectif de cet accident, qui est de faire prendre conscience aux autres que la route n'est pas un terrain de jeu, mais un endroit où la vie peut basculer. Basculer, quand on dit basculer, on peut devenir handicapé, on peut mourir, on peut tuer l'autre en face. Eh bien, j'ai fait ce que j'appelle maintenant la balance. Eh bien, avant, ça passait là et ça sortait là comme ça. Je ne posais pas de questions. Voilà, il est handicapé, je ne me moquais pas d'eux, mais c'est-à-dire que ça passait là et ça ressortait là. Je ne serais pas rentré chez moi, me dire comment le monsieur vit, comment la dame fait, comment l'enfant fait. Comme je pense beaucoup de personnes font en fait. Mais quand ça nous arrive, mais il y a quelqu'un de la famille, c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions. Couché sur mon lit d'hôpital, je me suis dit, mon meilleur ami est mort. Je me suis dit, je me suis posé la question, pourquoi lui il est mort, moi je ne suis pas mort. Pendant 2 ou 3 jours. Pourquoi lui il est mort, moi je ne suis pas mort. Tout en me regardant, en voyant que j'ai perdu ma jambe, le bassin cassé, les fixateurs, tout ça. Il fallait que je sorte de là au plus vite. Par rapport à ma fille, ma famille, mes amis, moi-même, un défi de sortir de là. C'est-à-dire que, copain, tu vois, je peux parler, je peux m'exprimer. Pour moi, c'était le plus grand des cadeaux que bon Dieu m'avait offert. Mais le bonheur, déjà, c'est d'être en vie, de pouvoir partager des trucs avec, vivre des trucs avec des gens que j'aime. Partager mon expérience avec certaines personnes, aider certaines personnes à se relever. Je ne suis pas là pour faire la morale à quiconque. Parce que moi, je ne suis pas un homme parfait. Je suis simplement là pour faire prendre conscience que si tu fais ceci, il peut t'arriver cela. Si tu fais ceci, il peut t'arriver cela. Mais quand cela arrive, comme dans mon cas, ce n'est pas réversible. Ma jambe, elle ne va jamais pousser. Donc, dis-toi que si tu fais ceci, et que cela t'arrive, est-ce que tu pourras supporter d'être comme moi? Donc, si tu sais que tu ne seras pas capable, donc évite. Et même si tu sais que tu seras capable, évite quand même. Moi, au jour d'aujourd'hui, je regarde à aider le prochain. Portez plus attention à l'autre en face. Pour ceux qui font l'imbécile à moto. Ah oui, c'est lui qui roule vite à moto, c'est lui qui câble. Ah oui, c'est lui, on parle de lui. Effectivement, on parle de lui. Ah oui, monsieur est fort, c'est lui qui fait ceci sur cette moto. Quand il y a eu un accident comme ça, 2 semaines après, on ne parle plus de vous. Les filles qui étaient après vous, elles ne parlent plus de vous. Les gars qui étaient en train de parler de vous, ils ne vont plus parler de vous. Il y aura déjà un autre casse-cou, encore plus casse-cou que vous. Donc, comme je l'ai dit, le système de la balance, en fait, c'est est-ce que ça vaut le coup pour les, je sais pas bon, pour les 10 minutes que je suis en train de cabrer là, que tout le monde est en train de m'acclamer, est-ce que tout le reste de ma vie, que ça vaut que tout le reste de ma vie, que je sois en fauteuil roulant? Faire la balance, opter pour la bonne fréquence, les témoignages se multiplient pour scander d'éviter à tout prix de mettre le cap sur le handicap. Pour autant, vivre avec, quand on y est contraint, n'obstrue pas les chemins de la liberté. Sur les pas d'un champion, Gade Papillon d'Héros. Bernard Guédu, c'est un athlète qui sa vie a basculé d'une décharge de chevrotine à l'âge de 22 ans. Là, j'ai une décharge à l'épaule droite et j'ai la main qui ne marche pas, j'ai la jambe gauche qui a été bloquée. Et sans oublier, j'ai le problème de vue aussi, je suis malvoyant. J'ai vécu ça très mal. À 22 ans, je n'avais pas encore le moyen de vivre. C'est un miracle, je peux dire que Dieu spirituel m'a donné une force, courage. Voilà, je pratique la course à pied et puis j'essaie d'oublier mes soucis, quoi. Quand je cours, je laisse la tête à terre, je vois bien. Mais quand j'ai la tête aussi, je ne vois rien. Et je dis, c'est Dieu spirituel qui me donne la force de faire ça. Avant, je n'étais pas sportif. Avant, c'était aller dans le boîte de nuit, aller courir, aller sortir au travail, de me passer une vêtement sur moi. Je pourrais dire que j'étais coureur de jupon. Et maintenant, c'est fini ça. C'était une histoire. Maintenant, je pratique la course à pied. Parce que quand j'ai eu mon accident, je ne suis pas resté ici. Je suis parti tout de suite à Paris. Et je renvoie un petit concours pour le docteur Desjardins qui m'a transmis à l'hôpital de Pas-de-Calais. Et j'ai fait tous mes hôpitaux à Paris. Et maintenant, voilà, ça fait la rééducation, ça a bien donné. Et ça faisait 2 ans que j'étais en fauteuil roulant. J'ai mon frère qui me dit, Bernard, on va te rapatrier à Perfit, l'hôpital de Perfit. Je dis, mais pourquoi vous voulez me rapatrier à l'hôpital de Perfit? Je suis bien là.
C'était une surprise, c'était ma femme qui venait avec mon enfant. Elle dit, bon, allez, bref, on y va. Et en arrivant à Perfit, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est Corinne. Ma femme, elle vient parce que je l'avais déjà oublié. Elle me dit, Corinne, c'est Corinne. Je dis, c'est qui Corinne? Je l'avais déjà oublié, mais Corinne, je dis, c'est qui Corinne? Elle me dit, c'est Corinne, c'est ton enfant. Je dis, mais c'est qui? Elle me dit, c'est ton enfant, mais ta femme est ton enfant. Je dis, moi, je comprends rien là-dedans. C'est ma fille. Je dis, oui, c'est ta fille. C'est ma femme, oui. Je me suis mis les bras sur les accoudeurs du fauteuil et je me suis sorti dans le fauteuil. Et je me suis fait avoir, bim. Je ne suis plus retourné au fauteuil roulant et c'est grâce à elle que maintenant j'ai cette force morale. Quand je suis parti à Paris, j'avais un bébé de 6 mois. Et puis j'ai revu ma fille, elle avait 2 ans. Elle m'a poussé en fauteuil roulant là. Là, je n'ai pas eu le temps de prendre mon plaisir de mon enfant, de basculer mon enfant. Ça m'a traumatisé ça. Et puis maintenant, elle a 21 ans. Je suis content. Comme quoi, j'ai 2 gosses. Mes 2 gosses, je prends soin d'eux. J'aime mes enfants. J'ai vécu 21 ans avec ma femme avant. Et il y a une proverbe qui te dit, nous les hommes, on ne veut pas donner une priorité aux femmes. C'est-à-dire, on veut dire, ah, c'est 15 ans moins, c'est 8 ans moins. Peut-être on est arrivé, on nous dit, mon éveil, il va nous prendre bien. On m'a éveillé. Parce qu'un mail, m'a éveillé, c'est plus de demain après, puis il y a les ailes. Parce qu'il toujours l'été avec moi, toujours à côté de moi, et puis voilà, il faut être fort. Je dis, c'est le spirituel, c'est un miraculeux. Je dis, Dieu m'accompagne de tout ce que je fais. Dans toutes les compétitions que je participe, je fais ma petite prière. Je dis, Dieu, protège-moi. Je voulais participer dans les 20 km de Paris, je voulais aller courir. Bon, j'ai dit à ma femme, chérie, je vais faire un courrier au maire d'Harry Charles que j'envoie en coco. Lui dire que je vais participer dans les 20 km de Paris. Bonjour, monsieur le maire de Bémaro. Je voulais participer dans les 20 km de Paris en tant qu'handicapé. Je voulais représenter ma commune de Bémaro. Je ne te promets rien. Je ne vais pas faire ni premier, mais ni dernier. J'étais étonné de participer dans un grand marathon. C'était mon rêve. Et ça a été. Sur 4000 personnes, 327e. Et premier dans la catégorie handisport. Et moi, dans le ces frères savent, je dis, mon souffle là, je paie mon souffle là. Et quand le maire il a entendu ça, M. Harry Charles, il a entendu, j'ai représenté la commune de Bémaro, il m'a dit, monsieur Bernard, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, monsieur le maire, je ne veux rien, je voulais travailler. Je veux montrer l'exemple aux autres handicapés comme quoi la vie n'est pas terminée. C'est pas parce qu'un avion tombé ou d'autres avions pas volé. Et je suis sûr que les gens qui me klaxonnent sur la route me donnent du courage et c'est ces gens-là qui me donnent la volonté de courir. Et je remercie beaucoup ces gens-là. Je veux montrer aux gens que malgré comme quoi on est handicapé, on est malvoyant, on peut pratiquer le sport. Et maintenant, je suis employé communal de Bémaro, je m'occupe d'espace, je plante des fleurs. J'adore cette chose. J'adore. Je plante des fleurs, je fais des belles choses. Même ce n'est pas tout, monsieur Harry Charles. Je voulais participer dans les 40 km de New York. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce que tu as? Docteur, tu as vu? Donner. Ordonnance. Acheter. Médicaments. Ok. Venir avec toi. Merci. Bonjour, ça va? Bonjour, non, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal à la tête. As-tu vu le docteur? Oui, il m'a donné une ordonnance. As-tu acheté les médicaments? Non, je vais à la pharmacie. Ok, je viens avec toi. Merci. S'immiscer dans l'univers de la différence a bien des vertus, comme de révéler l'intelligence et la beauté du cœur ou de guider à l'essentiel notre rapport à l'autre. Et de nous rappeler enfin qu'au bout des sillons creusés par la souffrance, le bonheur est possible. À bientôt et laissez papillon voler.